Bonjour à toutes et à tous et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau portrait de Cador. Je vous emmène aux abords du plus royal de nos fleuves, je vous amène en Loire et je vous amène rencontrer sur la commune de Saint-Nicolas de Bourgueil un jeune vigneron du nom de Rémi Mabilot sur le domaine Frédéric Mabilot. Le domaine qu'il a repris, donc un domaine familial en 2020, est conduit en agriculture biodynamique. Et ici, ce qui est fascinant, c'est la richesse des terroirs. On va avoir aussi 3 belles appellations maîtresses, donc Saint-Nicolas de Bourgueil, Bourgueil et Anjou. Vous allez appréhender un personnage attachant, atypique, sincère, pugnace et définitivement investi dans sa culture insatiable de créativité. Allez, venez avec moi, je vous emmène le rencontrer. Bon, je pense que je suis au bon endroit. Oh, il y a une cloche. Je te vois. Mais non, Cynthia, c'est toi. c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te faire un petit bouton. C'est trop sympa. Oh, le faux. C'est génial. T'as prêté le son de comédie au cours Florent ou quoi, toi? J'aurais pu. Ouais, t'aurais pu. Même pas besoin. Même pas ça. Ça Il fait roule. chaud chez toi. Oui, on va fermer. Ouais. Rentrez, s'il vous plaît. Vas-y. C'est un bâtiment qui date des années 70. Ouais. Donc c'est mon grand-père et son cousin qui ont construit tout ça. Toute la cave ici en parpaing et tout. Moi, on a maquillé un peu tout ça pour que ce Ouais, tu soit l'as habillé de bois. dans l'identité, un peu séchoir à tabac, des Ouais. granges qu'il y avait dans Contrebas ici dans la région. Et donc maintenant on reçoit tous les clients ici. Voilà, essayer de faire un truc un peu sympa, chaleureux, où les gens se sentent bien, avec la petite cour derrière, le resto qui va bien, et il y a Magnifique, quelque ça. chose Très d'arboré. belle idée, ouais. Un peu un petit coin de verdure au milieu de Saint-Nicolas. On est en plein dans le bourg de Saint-Nicolas aussi. Ouais. Et, donc avec Oui, on peut pas vous rater, quoi, en fait. ouais, il y a un point qui est très central par rapport à l'église et tout. Ouais. On espère que le village va revivre un petit peu après les travaux qu'il y a eu pendant quelques années sur l'église. Quand on avait conversé, tu m'avais dit qu'avec la tornade, ça avait tout enlevé, c'est ça? Ouais, Le une clocher était tornade tombé a traversé le village en diagonale et a fait effondrer le clocher en pierre sur la nef. Ça a abîmé énormément de caves viticoles ici, de la salle des fêtes, énormément de toitures envolées. Et donc, on obtient là, Donc ça fait combien de temps que c'est à la travaux fin, 2021, donc ça fait 4 ans. Quoi. Ah oui, Donc, effectivement. on arrive à la fin des travaux et ça va libérer peut-être tout le monde, revivre ouais. un petit peu dans le bourg du village. Eh oui. Donc voilà. Bon, alors c'est un superbe espace, il fait frais, c'est agréable. Voilà, c'est Et important. là, on a vu sur toutes tes cuvées. Il y a une partie qui est là, Ouais. d'autres qui sont cachées en création, mais oui, une grande partie est On en là. parlera justement. Ouais, Enfin, si tu veux bien d'ailleurs. bien sûr. Ça, je c'est crois une autre qu'on de est là. tes créations, là? Ça, c'est la dernière née à base d'eau de vie de Cabernet Franc avec macération de tagette à l'intérieur. Donc, on aura un aspect très agrume, un peu végétal et agrume. Et c'est en macération, j'attends encore un mois. Et après, on pourra déguster, mais ça risque d'être un peu costaud, quoi. Faut être accroché là-dessus. Très persistant. C'est un challenge là que tu me mets? Ouais, on pourrait. Ouais, tu verras. Ok. Toi, t'es arrivé au domaine à quel moment? Je suis arrivé au domaine. Bon, j'ai toujours traîné un petit peu là. J'avais une voie où je faisais des études. Je suis parti à Lille, je suis parti à droite à gauche. J'ai fait un peu de voile. Et chaque année pour les vendanges, je revenais là. Mais en gros, 2018, je suis revenu filer un coup de main de manière un peu plus approfondie. Ouais. Et puis après, en 2020, j'ai pris plus de responsabilités. Voilà, à travers le décès de mon père, moi, j'ai dû assumer un petit peu une part de son boulot progressivement. 2020, moi, je prends beaucoup de choses pour moi sur la cave, de faire tous les vins. Je voulais tenir à ça, de ne pas faire appel à quelqu'un d'extérieur. Je voulais vraiment me mettre à nu devant ça, de faire ce que j'imaginais à ce moment-là. Je sortais d'une expérience en bar à vin nature. Donc, tu vois, je suis arrivé, on vinifie tout sans soufre et tout, machin. Grosse expérience, quoi. Je voulais partir de la base en n'utilisant rien du tout et puis monter progressivement. Si ça marchait pas, je me dis, bon, il va falloir que je me fasse accompagner, que j'essaie d'apprendre d'autres choses, de faire des formations. Ce que j'ai fait aussi, j'ai fait un BTS en parallèle, un BTS Vitiono pour approfondir, puisque je n'avais pas une formation technique précise, j'avais que des récits de vignerons, des expériences d'amis, de machin, mais j'avais rien de trop scientifique.
Et bon, après ce BTS et puis ces premières années d'expérience un peu seul à la cave, et puis quelques vignerons du coin, je pense à Sébastien David, à Gérald Vallée, au Carteron en face, qui m'ont filé pas mal de coups de main et de réflexion et d'entraide, quoi. Et donc après ça, je pense que je commence à être un peu plus précis chaque année sur les vinifs et de réussir à aller là où je veux. Je pense que c'est important en fonction de ce que la vigne produit, nous donne. On peut orienter un petit peu. Hein. C'est vrai on n'est pas des magiciens, c'est pas nous qui faisons le vin, c'est les levures, c'est tout qui fait le vin. Tu l'accompagnes. On l'oriente un tout petit peu, mais voilà, je pense que notre impact, il est quand même un peu derrière tout ça, il est minime. Est-ce qu'on n'irait pas voir les contenants, le chai C'est juste là, je t'en prie. Ouvre la porte du bonheur. Mais non C'est Donc là, chouette. Oui, t'avais jamais vu en plus, toi. Non. Chai de vinification, de fermentation pour moi ici. Toute la vendange arrive par derrière. On a toute une ligne de tri et de petits convoyeurs qui envoient partout. Donc là, on fait gros de Cabernet Franc ici. L'idée, c'est de faire un tri drastique sur le Cabernet Franc pour éviter toute rugosité, tout aspect trop végétal qui est souvent reproché. Ouais. Donc sur nos faiblesses, on essaie de se battre sur nos faiblesses et c'est souvent ça. Donc la fenêtre de vendange, la maturité qui doit être optimale, le tri, vendanger à la main, plus tri et tri encore pour arriver avec des baies bien mûres, parfaites, pas de queue de rafle, pas de choses qui vont Donc tout est grappé. Tout est grappé. Ça, c'est le classique. Ça, c'est l'itinéraire traditionnel du Cabernet Franc à Saint-Nicolas. Mais voilà, le climat change, les conditions changent. On voit bien que les courbes de température augmentent depuis 30 ans. Et donc, on commence à utiliser un petit peu la rafle dans le Cabernet Franc, sur certains millésimes. Voilà, j'ai fait des expériences chaque année pour voir à quelle proportion je peux utiliser, dans quel contenant il serait apte à bien se fermenter. Mais pour l'instant, il y a des greniers, des stocks, des vicards, Ça c'est beau. Hein. Ouais, c'est une grosse. C'est une belle dame là. Hein. Grosse mémère que je réhabilite en ce moment. Voilà, une grosse partie de cuverie inox. Hein. C'est vrai que sur le Cabernet Franc, j'aime bien le profil assez éclatant là-dessus. Sur notre cuvée simple comme ça, je trouve que le résultat est très intéressant. Ouais, c'est une définition moderne aussi, je trouve, parce que tu vois, Saumur Champigny, c'est toujours beaucoup de tanin, une matière assez présente. Le Chignonnet aussi, le Bourgueillois aussi. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de représentation du Cabernet Franc dans sa légèreté, dans son toucher de tanin qui est très limite absent là. Et je trouve que c'est intéressant de l'utiliser comme ça. Ouais. Vu la consommation qu'on en a, tout ça, j'aime bien des vins frais. Digestes, avec un peu d'acidité, des tanins doux et délicats. Et de jouer le jeu ok, on part vraiment sur un vin de fruits. Désolée, je fais ma petite curieuse, hein. Je regarde. Ça, donc tous les foudres ici, c'est pour les blancs que j'utilise ici. Ouais. Pas de rouge dedans que des pour blancs. l'instant. Ton père avait 22 hectares, toi maintenant tu en as 32 ? Ouais. On a chaque génération là, a fait le même saut d'une dizaine d'hectares. Mon grand-père, il a dû commencer à 2-3 hectares, il a fini à 15. Mon père, pareil, il a commencé de 0, il a fini à 10. Et après, il a joint les deux, donc ça fait 24 hectares, quoi. Et puis moi, je rajoute une dizaine d'hectares. Je ne sais pas si c'est un but, hein, mais en tout cas, la vie fait qu'on en est là. Et toi, tu es un petit géotrouve-tout, tu as ce côté alchimiste où tu as envie de tester ? Ouais, je pense que c'est aussi dans l'ADN de la famille. Hein. Je pense que mon grand-père aussi, il était très innovant dans son époque. Mon père aussi. Et je crois que c'est juste la continuité de tout ça, de cette curiosité, de cette ouverture et d'aller chercher des choses ailleurs et de les appliquer chez nous, de les adapter. Je pense qu'on a ça depuis quelques générations. C'est génétique. Ouais, il y a une transmission culturelle, il y a un truc qui se passe, c'est clair. Donc on a dit 32 hectares, à peu près une quinzaine de cuvées. Ouais. Donc le travail aussi, il se fait sur les cépages maintenant. Ouais. Cépages plus parcellaires, identité de terroir, unité de terroir avec des choses plus construites, plus fortes, avec la roche-mère plus proche à chaque fois. On fait des petits parcellaires
Voilà, souvent avec des élevages longs, on voit que c'est des vins qui peuvent S'épanouir dans le encaisser temps, le temps et qui ont une puissance naturelle à travers ça. On a les vins des terrasses de sable où on fait des vins souples et fruités. Ça, c'est une partie aussi de notre cœur de métier, quoi, cette souplesse du Cabernet Franc. C'est un peu le bazar ici parce que on met chacun nos bouteilles là-dedans. J'aime bien ta notion de bazar. Moi j'ai mis toutes mes nouvelles bouteilles. En fait, chaque génération met un peu ses millésimes et ses bouteilles qu'il veut voir vieillir ici. Tu conserves à peu près combien de bouteilles par cuvée? Par cuvée, là, maintenant, je limite un peu, mais j'essaie de garder 60 bouteilles. Ouais, c'est bien. Chaque cuvée. Ouais. Voilà, des trucs qui sont destinés un peu à la garde aussi, ou des trucs où j'ai envie d'avoir l'expérience, le retour après, parce que là, je fais plein d'essais. Est-ce que je filtre, est-ce que je filtre pas et tout, et comment ça va tenir dans le temps, quel bouchon j'utilise ou pas, ou quelle technique. C'est ton laboratoire. Sur les cuvées, et il faut que je les garde un petit peu pour savoir si ça tient la route dans le temps Ça aussi. permet Quoi. de voir d'avoir le recul nécessaire. Quoi. Sur le gaz, machin. Donc voilà, c'est un petit caveau familial taillé dans la roche qui nous permet de stocker dans de bonnes conditions avec une histoire familiale longue. Quoi, Donc tu es la combienième génération, toi? Qui fait du vin à son activité principale, je dirais c'est la 4e. Quoi. Okay. Après, je pense que tous les paysans dans le coin faisaient du vin aussi, avec une plus petite échelle. Moi, c'était, je pense que c'est mon grand-père qui s'est développé sur plus de 3 hectares. Quoi. Mais avant, dans le coin, Saint-Nicolas, on verra sur le paysage, mais il y a des zones un peu de relief, ça reste le lit de la Loire, et il y a des zones où c'était du maraîchage, et finalement peu de zones où c'était de la vigne. Quoi. Ça s'est étendu dans les années 60, ou à la création des appellations 37, Saint-Nicolas et Bourgueil. Quoi. Le domaine se compose de combien d'hectares? On a une 20aine d'hectares à Saint-Nicolas. Okay. Ici, disséminés entre le coteau, le contrebas et la deuxième terrasse qui est un peu plus bas, qui est un peu plus basse, où c'est des vignes qui sont sur un ancien îlot de Loire. La Loire, avant, elle passait en bas quand elle n'était pas canalisée, pas canalisée, mais... Elle était draguée de l'autre côté. Ouais, elle a levé, elle l'a orientée d'un côté. Sinon, pendant sa crue, elle allait et venait. Et il y avait des petits îlots surélevés, et là, il y a de la vigne qui est maintenant dessus. Là. Donc on a une partie là, on a trois zones ici, le coteau, cette terrasse et une deuxième terrasse en contrebas avec des vignes. Et 20 hectares ici avec donc majoritairement du Cabernet Franc. Saint-Nicolas, c'est que le Cabernet Franc. Mais comme on est un peu joueur, on a voulu faire des essais de cépages. Donc il y a un peu de trousseau sur le coteau là que j'ai surgreffé. Il y a du Pinot Donis qui est un petit peu à l'extrémité de l'appellation à l'est là-bas. Il y a du Chenin aussi que mon père a planté sur des sables dans ce coin là-bas. Et puis il y a quelques rangs de grenache en bas, quelques rangs de muscat. Ah ouais, tu t'amuses là. C'est le goût des choses du sud aussi, j'aime bien. Ouais. Et puis de voir sur ton sol comment ça va. En imaginant qu'on va avoir besoin de cépages qui résistent au soleil. Exactement. Parce que les sables, ça rayonne aussi énormément de soleil. Voir si ça peut résister et d'anticiper un peu ça. Quoi. Voilà, pour les générations peut-être plus tard. J'espère que ce ne sera pas moi qui vais devoir changer tout le vignoble. Mais en tout cas, on essaie de commencer. D'amorcer en tous les cas. La réflexion. Ouais. Et plus que ça, les tests. Même. Oui, des tests, voilà. Quand est-ce que le domaine Frédéric Mabillot est né, en fait? En 1991. Et c'est l'année où on a gelé à 95%. Wow. Et là, c'était un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, faut avoir une trésorerie. On a planté des asperges. On a fait 5 hectares d'asperges pendant 10 ans. Okay. Et en 2003, mon beau-père prend sa retraite. Il décide de lâcher. Donc, 2003, on reprend les 14 hectares. On travaille en agriculture biologique. Après, Frédéric décide de mettre le domaine en biodynamie. Oui. Et là, voilà, ça part, les vins changent, on retrouve quand même... Toi, tu vois une réelle différence? Oui. Qu'est-ce que tu notes comme différence, le fait de passer en biodynamie?
plus des notes de terroir peut-être. Après, des vins qui sont aussi un petit peu chafouins. Parce que des fois, tu les dégustes et puis tu dis « Ah, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Tu regardes un petit peu le calendrier lunaire et puis tu t'aperçois que on n'est pas forcément en jour fruits, un jour fleurs et autres. Et là, tu dis alors donc c'est un peu compliqué des fois de temps en temps pour faire les dégustations. Mais non, c'est quelque chose qui est important quand même au niveau des vins. On a plus d'âme, quoi. Je pense. Après, c'est. Je te rejoins là-dessus. Mais au-delà de ça, si les vins de base que tu as mis en bouteille sont bons, que tu les goûtes en jour racine, en jour fruits, il y a des petites variations avec la pression atmosphérique, tout ça, mais à partir du moment où le côté chafouin, c'est variant par rapport au calendrier ou comme tu disais, la pression atmosphérique. Mais si le vin est bon à la base, il sera toujours bon. Mais si on fait, et non pas faire un procès, je dis bien, si on parle des conventionnels et bio ou biodynamiques, on n'a pas une linéarité qui est conditionnée de millésime en millésime. On a l'effet millésime de toute façon sur les vins. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Et alors du coup, ici, pour rebondir, on a eu la chance de déjeuner au sein du restaurant, excellente table. Alors en fin de compte, suite au décès de Frédéric d'un accident aérien, Frick avait déjà tout conçu, cette partie du chai. Et il nous a laissé un outil super, il y avait vraiment l'installation qui allait bien avec quoi. Et Rémi est arrivé donc au 31 août après le décès de Frédéric. Et en 2022, on a créé ce restaurant. Et Rémi voulait aussi plus de blanc. Donc on a acheté 12 hectares au Vercher-sur-les-Lions. Oui, c'est ce que tu disais. Ça, c'était quelque chose qui venait de toi, quoi, que tu avais envie de faire, ces 12 hectares là-bas. Et le restaurant, donc du coup, on est super content parce qu'on a vraiment tout créé à l'intérieur, tout cassé. C'était la maison de mes beaux-parents. D'accord. Qu'on a racheté et que l'on a aménagé. C'est-à-dire que la chambre de mes beaux-parents, c'est maintenant devenu la cuisine. Et cette terrasse. Il y a une histoire quand même dans le bâtiment. Il y a une histoire, Parce que, et puis on l'appelait chez Odette parce que c'était Odette, la maman de Frédéric, qui faisait à manger pour les vendanges. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire partager. Perdurer, Ça serait quoi tes souhaits, toi, Nathalie, pour le domaine? C'est la prochaine génération, c'est ma fierté aussi que Rémi continue et que Charlie... Toi, tu as tes deux fils, en fait, qui sont là, toi. Tu en as un au fourneau et un à la vigne. Charlie et Juliette, qui sont tous les deux en binôme là-bas. Et ça, c'est mon souhait que ça dure et que... T'es une maman comblée, alors. Ouais. Merci infiniment d'avoir accepté d'être un Cador. C'est chouette. On a vécu un bon moment, très belle visite. Et maintenant, c'est ma petite séquence émotion qui se passe en 2 temps. Il y a 2 traditions au sein des Cador. La première, c'est, je t'avais écrit, si tu pouvais me remettre un tissu qui soit le témoin d'un moment de ta vie ou qui t'a aidé dans ton parcours de vigneron. Est-ce que tu l'as trouvé ? J'ai trouvé un petit bout de machin où j'ai plein de souvenirs dedans. Et c'est de la toile de jute, c'est un morceau comme ça. C'est beaucoup de souvenirs de granges, de transport. Il y a un truc très, très utile, je sais pas. Ça m'a toujours un peu... Merci beaucoup. Le toucher aussi, j'aime bien le toucher, un peu rugueux. Machin. C'est marrant parce que c'est ce que j'ai choisi pour mettre tous vos tissus. C'est vrai. Ouais. J'ai le mais truc non, au contraire, c'est très bien. Et cette idée de pochette c'est un outil de transport, toujours les sacs. Je sais pas, dans mon imaginaire, c'est ce qui représente un peu le transport des trucs agricoles dans le coin. Un tissu de travail qui enveloppe, qui est, comme tu l'as fait toi, il va envelopper tous tes petits tissus. C'est le truc qui enveloppe. Super, merci beaucoup. La deuxième tradition, alors ça revêt peut-être un caractère un peu philosophique, mais pas réfléchir, je pense que c'est de l'instantané. Il y a un réalisateur, alors je ne sais pas s'il est comédien, mais en l'occurrence, il fait de très belles émissions. Je parle de Frédéric Lopez. Il a cette capacité à révéler dans chacun de ses invités une essence de vérité qui me bouleverse, moi, à chaque fois. Il pose une question à ses invités et il dit la vie est une somme d'expériences. Elle nous apprend sur nous-mêmes, elle nous apprend sur les autres, notre interaction.
Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à présent? Qu'on est fort ensemble, que c'est un groupe toujours, c'est une meute, c'est un pack qui se déplace et que T'es le mâle alpha? tout seul, non, au contraire, chez nous c'est pas un mâle l'alpha. Ouais. et que chacun a un rôle dans un groupe et que chacun tient son rôle et c'est comme ça qu'on avance, je pense, et qu'on se protège, qu'on s'entraide. Tout ça. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est le groupe qui m'a toujours impressionné, les tâches qu'on peut accomplir ensemble et ce qui est nécessaire de cultiver dans notre monde. Et je pense que c'est le principe de l'homme, simplement, de vivre en communauté et de gérer ça en s'appuyant tous les uns sur les autres, quoi. Sans s'appuyer, mais en se tenant, en tout cas, en se tenant chacun. En s'aidant. En s'aidant, ouais. C'est chouette. Merci. Bon, bah là, il y a un troisième, mais c'est déguisé, mais c'est l'éternel bisou pour te remercier. Oh, pardon. Merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir. Fais un coucou à la caméra. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau portrait de Cador. On était à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, chez Rémi Mabilot, au sein du domaine Frédéric Mabilot. Merci du coup à Alix, à Bérangère et à Nathalie, Juliette pour leur accueil sincère et sublime dont on se souviendra toujours. Ici, vous avez une appellation de cœur avec une richesse de terroir qui vous invite à découvrir ces merveilleux vins. Si vous avez aimé, on active le pouce bleu. Si vous voulez toujours être au courant et visualiser d'autres rendez-vous de Cador, activez la cloche. Dans la barre de description, vous avez également le lien pour vous rendre sur le site internet de la cave des Cadors de Monzingue. D'ici là, prenez soin de vous, buvez bon, buvez vrai et je vous dis à bientôt!